dans le monde scolaire, on est omnubilé par la parole. On est dans le monde de la parole. C'est je parle, je te pose une question, tu me réponds. Je parle, je te pose une question, tu écris avec des mots, tu écris les mots de la question que je t'ai demandé. Après, en face, moi je vais te dire ce que j'en pense, hein, mais en fait, ce ne sont que des relations. On ne se touche pas, on ne se sent pas, on ne s'écoute pas. Enfin, on ne s'écoute pas au sens où on n'entend pas les timbres, les machins, les sons et tout ça. On entend des mots. Et il y a une espèce de terreur du mot, quoi. Et c'est le langage qui gouverne tout. Donc, c'est vrai qu'on a envie de se dire, de temps en temps, c'est vrai que si vous n'aviez pas les mots comme seul outil de communication, vous verriez que émetteur-récepteur, ça se mélange plus facilement. Il y a des environnements sonores qui sont bien partagés où le émetteur-récepteur est confondu, mais dans la classe, c'est mort, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est mort parce que c'est le langage qui écrase tout. Il n'y a pas l'adulte récepteur et l'enfant émetteur. C'est que tout le monde est les deux. Et que si tout le monde est les deux, il faut se parler de ça. Et en fait, quand un maître dit aux enfants... si tu parles pendant que je parle, ou si tu parles pendant que quelqu'un d'autre parle, on s'entend, c'est pas possible, on peut pas s'entendre, il faut forcément se taire pour écouter quelqu'un. Et en fait, dans l'absolu, il a raison. Mais c'est une très grande maladresse, parce qu'un enfant, c'est capable de vivre une chose et de faire des commentaires, ou de poser des questions, ou d'entendre plusieurs choses en même temps. Et ça, on sous-estime. Et donc la grande question, effectivement, c'est que si on était moins répressif, moins coercitif avec l'enfant quand il est en situation d'écoute, évidemment pour lui d'abord il vivrait ça mieux et on arriverait comme ça à marier le fait que être récepteur c'est pas obligé de plus être émetteur du tout, quoi. On peut parler ensemble et de toute façon il faudra quand même qu'à un moment donné il se taise pour qu'on parle, hein. Mais ça redistribue un peu, ça évite que ça soit que ça. Il faudrait arriver à trouver des moments dans l'école, dans la classe où des petits moments courts où on fait des sons en même temps, ou même parfois on parle tous en même temps, en chuchotant. C'est très beau d'avoir plein de chuchotements comme ça qui se déplacent, et où on fait l'exercice de partager la parole, de se dire, ben voilà, qu'est-ce que tu entends toi, qu'est-ce que moi j'entends, et puis du coup ça peut donner lieu aussi à un petit travail d'instrumentation, c'est un travail de geste, faire et d'entendre en même temps, faire des fourmillements, des crépitements, des grésillements, des bruissements, des murmures, etc. Enfin, il y a énormément de possibilités à condition que tous les enfants aient le même objet et qu'on fasse un travail comme ça de densité ou d'intensité ou de cacher après l'objet pour le rendre plus sourd, d'enlever les aigus, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ça. Donc c'est un orchestre, c'est formidable. C'est intéressant de se dire de prendre conscience de ça, voilà, de quelle action est-il question quand on entend quelque chose et cette multitude d'actions qui nous entoure. On est entouré de sons, c'est-à-dire on est entouré d'actions. Il y a aussi une gestuelle de la vie quotidienne qui n'est pas apprise. Donc on considère que finalement il faut apprendre, on met 15 ans à jouer du violon et qu'en 5 minutes on sait, même pas en une seconde, on saurait, je sais pas quoi, faire un geste qui est hyper sonore et qu'on n'a pas appris à faire. Donc c'est pas normal, tout s'apprend. Donc je pense qu'il y a un espace collectif à inventer entre l'émetteur et le récepteur. Apprendre aux enfants à être des bons émetteurs, c'est les apprendre à être des bons récepteurs et réciproquement. Un enfant ne peut pas comprendre pourquoi on lui demande de s'intéresser à un son si lui-même n'y trouve pas un intérêt auditif en tant que fabricant des sons, quoi. Je crois qu'il faut que... Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse comprendre aux enfants que l'ensemble on va dire, des bruits qu'on fait dans la vie quotidienne, ce sont des bruits musicaux. C'est-à-dire ce sont des bruits qui nous expriment, qui nous traduisent ou qui nous trahissent. Et que donc, ça vaut le coup de faire attention à tous ces petits trucs-là. Ce qui était flagrant au travers du carnet de son du chantier, c'est que tous les gestes qu'on a enregistrés, je dis bien gestes, j'aurais dû dire sons, mais en fait, tous ces sons sont des gestes. En fait, dès qu'on est maître de ces gestes, quel que soit le métier, on produit des sons de qualité. C'est-à-dire que ça, c'est quand même assez incroyable, que ce soit un peintre en bâtiment, n'importe quel corps de métier sur ce chantier, quand on voit les gens... Une des plus grosses surprises avec les gens qui sont allés faire les prises de son sur le chantier, c'était le grutier qui dépose un bloc de béton de 3 tonnes au sol, alors qu'il est à 80 mètres de haut, et qui le pose au sol. Tout le monde est là avec les micros en se disant super, ça va faire un gros boom, et il le pose et il n'y a pas un bruit. Rien, même pas ça. Aucun bruit, au point qu'on est obligé de lui dire bon, s'il te plaît, ça serait sympa de nous faire des bruits de chaîne, quelque chose qu'on ait quelque chose à enregistrer. Et donc ça c'est absolument génial, parce que pour
Pour un musicien expert de son instrument ou même un compositeur, constater que sur ce chantier, il y a des gens qui sont à ce niveau de perfection qu'ils peuvent, tout comme un violoniste poserait son instrument sur ses genoux et son archet sans faire le moindre bruit dans l'orchestre, c'est un peu une analogie qui est intéressante. Hein. Ou même jouer avec un pianissimo génial, là ils se rendent compte que sur le chantier ça existe aussi. Moi je me souviens enfant, quand on prenait le train, des cheminots qui tapaient sur tous les moyeux des roues avec un marteau pour vérifier qu'il n'y avait pas de fêlure et que voilà, le train pouvait partir sans danger pour les voyageurs. Aujourd'hui on ne voit plus jamais ce genre de choses nulle part. C'est des sons qui ont une très forte charge pour moi affective, enfin, qui sont ancrés dans ma mémoire parce que en fait, si je me rappelle des sons des voyages de mon enfance, c'était le bruit des locomotives à vapeur qui était extraordinaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, alors que les jeunes d'aujourd'hui n'ont la plupart du temps jamais voyagé dans un train de cette nature, quand on demande à des jeunes élèves aujourd'hui quel bruit fait un train, ils nous font ce qui est incroyable parce qu'il n'y en a pas un seul qui a voyagé là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les futurs TGV feront je ne sais pas.